tous. Donc, je suis Nathalie Sonac, professeure des universités, actuellement membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et par ailleurs membre du comité scientifique de l'économie au rendez-vous de l'histoire. Et depuis 2014, l'économie est au rendez-vous de l'histoire en organisant des cycles de conférences autour de grands terrains et d'acteurs de l'économie et aux côtés de ceux qui la pensent, qu'ils soient historiens, qu'ils soient économistes, géographes, sociologues ou encore philosophes. Et parmi ceux qui font l'actualité en cette rentrée, nous avons Thomas Piketty, donc, qui nous fait l'honneur de sa présence à Blois. Il est directeur d'études de l'EHESS, professeur à l'école d'économie de Paris. Thomas Piketty est l'auteur du Capital au XXIe siècle. C'est un ouvrage qui a été publié en 2013 et qui s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Cet ouvrage documentait l'explosion des inégalités patrimoniales mondiales. C'est un ouvrage qui a été traduit en 40 langues. Thomas Piketty est devenu véritablement une figure majeure du débat public en France, mais aussi dans le monde. Aujourd'hui, cet nouvel ouvrage Capital et idéologie qui va nous présenter, vous optez et tu optes pour une approche pluridisciplinaire, comparativiste, qui se nourrit d'histoire, de littérature, de sciences politiques. Vous avez une volonté certaine de dépasser en fait le capitalisme en fournissant de nouveaux outils. Et pour le faire, vous le faites dans une plongée de l'histoire, dans les géographies, pour souligner tant la diversité d'origine des inégalités qui n'ont rien, ce que vous nous dites, de culturel, de naturel ou encore de civilisationnel. Alors une inégalité moderne qui se caractérise par un ensemble de pratiques discriminatoires, d'inégalités statutaires ou encore ethno-religieuses. Pour Thomas Piketty, il faut dépasser le régime de la propriété privée et le remplacer par la propriété sociale et temporaire. Il faut une transformation profonde du système économique actuel et tenter de le rendre moins inégalitaire, plus équitable, plus durable. Vous tracez ainsi les contours d'un nouveau socialisme participatif pour le XXIe siècle. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Thomas Piketty. Merci à toi. Et qui nous fera aussi l'honneur de faire une dédicace à 13h de son ouvrage. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les organisateurs. Je suis vraiment très heureux d'être ici à Blois pour vous parler de ce livre, Capital et idéologie. Donc je vais essayer dans cette présentation de vous donner un peu une idée du contenu du livre en présentant un certain nombre de résultats, en particulier de graphiques présentant des évolutions historiques que j'étudie de façon ensuite beaucoup plus détaillée dans le livre. Ce que j'essaye de faire dans ce livre, par rapport au précédent, c'est d'insister beaucoup sur les dimensions idéologiques, politiques de l'idéalité. J'essaye de décrire une sorte d'histoire des systèmes de justification des inégalités, avec le principe général qu'il faut prendre les idéologies au sérieux, justifiant les inégalités dans les différentes sociétés, parce que ces différents discours idéologiques qu'on voit dans différentes sociétés ont toujours une part de vérité, ont toujours aussi une part d'égoïsme, de volonté de perpétuation des groupes dominants, mais c'est toujours plus compliqué que ça. Et on a besoin de prendre au sérieux ces discours, l'évolution de ces idéologies, pour mieux penser les conditions de leur transformation. Et donc, il y a une vision de l'histoire qui ressort, je crois, à la fin du livre, qui est une vision optimiste, dans le sens où il y a une forme d'apprentissage de la justice au cours de l'histoire, avec parfois des phases de régression terribles qui peuvent toujours nous menacer, mais il y a une évolution positive. C'est-à-dire les sociétés d'aujourd'hui sont malgré tout moins inégalitaires que celles d'il y a un siècle, qui elles-mêmes, au moins par certains côtés, étaient moins que celles d'un siècle avant. Il y a une forme d'apprentissage des expériences des autres, en particulier des expériences historiques, avec parfois des oublis, des amnésies historiques, mais je veux croire, et j'essaye de contribuer par ce livre, à une vision de l'histoire comme apprentissage de la justice, comme lutte des idéologies qui parfois se nourrissent des luttes sociales, des conflits politiques, et la violence est très présente dans l'histoire passée des régimes inégalitaires, et il serait étonnant qu'elle ne joue aucun rôle pour la suite. Mais en même temps, j'essaie d'insister sur le fait que la conflictualité en tant que telle
ne produit pas forcément le débouché politique souhaité. Et donc, il faut à nouveau prendre au sérieux ces idéologies, ces réflexions sur le système idéal de propriété, d'éducation, d'impôts, de frontières. Et voilà, les idées ne sont pas un simple voile pour des évolutions qui sont déterminées par ailleurs. Donc, pour résumer, la lutte des classes, c'est très bien, mais bon, la lutte des idéologies, la lutte des idées, une certaine forme d'idéalisme dans la réflexion sur la société idéale, je pense c'est encore mieux, et en tout cas, c'est complémentaire, et il faut remettre l'accent là-dessus. Je crois aussi que c'est un meilleur livre que mon livre précédent. Enfin, il est un peu long, je m'en excuse. En même temps, je crois qu'il est très, très lisible. Si vous en lisez qu'un, en tout cas, lisez plutôt celui-là. Vous pouvez aussi lire les deux, mais quitte à choisir, je pense que celui-là est beaucoup plus riche, se nourrit beaucoup plus aussi de beaucoup de lectures d'historiens, de sociologues, de politistes, que je prends beaucoup de plaisir à essayer de raconter, de restituer dans ce livre, alors que le livre précédent était un peu plus monomaniaque sur les sources que je suivais. Et donc ce livre-là a, je crois, une plus grande richesse et un plus grand intérêt par les aires civilisationnelles couvertes et les périodes couvertes. Alors, je ne vais pas pouvoir couvrir l'ensemble du livre, mais je veux quand même vous donner une idée donc, du plan du livre qui s'organise en 4 parties. La première partie traite des transformations des sociétés d'ordre européennes en sociétés de propriétaires au XIXe siècle, avec la césure évidemment de la Révolution française en France, mais avec d'autres trajectoires dans d'autres pays européens. Je parle notamment du cas du Royaume-Uni, de la Suède, qui est un cas très intéressant parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui la Suède comme un pays intrinsèquement égalitaire, sauf qu'en fait, pendant très longtemps, la Suède, en particulier à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, et entre 1865 et 1911, avait un système politique incroyablement inégalitaire, beaucoup plus inégalitaire que les systèmes censitaires qu'on pouvait observer en France, au Royaume-Uni, au XIXe siècle, où on se contentait de dire, au-delà d'un certain niveau de fortune et de propriété, vous avez le droit de vote, et en dessous, vous n'avez pas le droit de vote. En Suède, entre 1865 et 1911, on pousse la logique beaucoup plus loin, puisque les droits de vote sont proportionnels à la fortune et aux impôts payés. Vous avez, seuls les 20% les plus riches peuvent voter, mais à l'intérieur de ce groupe, vous avez entre 1 et 100 droits de vote. Et même pour les élections municipales, il n'y a pas de plafond au nombre de droits de vote que vous pouvez avoir. Et vous avez plusieurs dizaines de communes en Suède où une seule personne détient de façon parfaitement légale plus de la moitié des droits de vote pour choisir le maire. C'est notamment le cas de la commune où réside le Premier ministre suédois de l'époque, qui est un comte. Les entreprises avaient également le droit de vote aux élections municipales. Donc ça, c'est la Suède jusqu'en 1911. Et si on avait dit en 1910, en Suède, le pays va devenir très, très égalitaire, les gens n'y auraient pas cru. Et donc c'est évidemment, cette situation mène à beaucoup de mécontentement. Une population, une classe ouvrière plutôt très éduquée pour l'époque, se mobilise, un mouvement syndical, un mouvement social-démocrate très puissant qui prend le pouvoir en 1932 jusqu'à la crise financière bancaire suédoise de 1990 et qui va mettre cette capacité étatique suédoise au service d'un projet politique complètement différent, puisqu'on utilise maintenant les recensements des fortunes, non pas pour distribuer des droits de vote, mais pour faire payer des impôts et pour financer une assurance maladie publique, un système éducatif. Donc ça montre, ce type de trajectoire, j'insiste beaucoup dans le livre, montre à quel point c'est vraiment les mobilisations politiques, sociales qui peuvent transformer les structures inégalitaires des pays. Et il n'y a pas d'essence civilisationnelle égalitaire ou inégalitaire en tant que telle. Et l'idée que la Suède serait égalitaire depuis les Vikings et l'Inde inégalitaire depuis les Aryens et que tout ça serait déterminé depuis des siècles et des siècles est une vision qui ne correspond pas à la réalité, où en fait on a des processus politiques, sociologiques, idéologiques, des processus de mobilisation qui transforment les sociétés. La seconde partie traite des sociétés esclavagistes et coloniales, et j'y reviendrai dans un instant. La troisième partie de l'ouvrage traite de la chute des sociétés de propriétaires pendant la première moitié du XXe siècle, notamment à la suite des guerres mondiales, de la crise des années 30, mais aussi des mobilisations sociales qui se préparaient depuis bien avant. Cette partie traite également des limites et des réalisations des sociétés social-démocrates de l'après-guerre et de la crise dans laquelle elles rentrent à partir des années 80-90, les sociétés communistes et post-communistes. Et finalement, la quatrième partie introduit à une histoire de la structure des électorats pour les différents partis politiques et essaye de comprendre dans quelle mesure cette décomposition du système politique gauche-droite qui, dans l'après-guerre, avait permis de porter un mouvement de réduction des inégalités sociales, s'est décomposée au cours des décennies suivantes. Et j'essaye de comprendre cette évolution pour mieux
ouvrir des pistes pour la suite, ce que j'essaye de faire dans le chapitre 17. Alors, si vous allez sur cette adresse en ligne, vous trouverez cette présentation, vous trouverez une version plus longue encore de cette présentation avec l'ensemble des graphiques et des séries statistiques du livre qui comporte 169 graphiques ou tableaux. Et il y a des extraits également du livre et vous pourrez avoir d'autres éléments d'information sur le livre. Alors, dans cette présentation, je vais parcourir ces 4 points suivants, qui étaient déjà un programme important. Je vais commencer par parler de ce que je vais appeler l'échec de la Révolution française, qui est cette concentration croissante de la propriété et du pouvoir économique, en quelque sorte, au cours du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Je vais ensuite, dans la deuxième temps, m'intéresser à la phase de réduction des inégalités au cours de la première moitié du XXe siècle. Dans la troisième partie, j'en viendrai à la phase de remontée des inégalités depuis les années 80-90, qui est notamment alimentée par la désillusion post-communiste et aussi par l'échec du reaganisme qui a promis dans les années 80 une dynamisation de la croissance par l'abaissement des impôts sur les plus riches, sur les entrepreneurs. Cette promesse n'a pas très bien fonctionné et nous amène aujourd'hui à des formes de repli identitaire, nationaliste. Et on pense évidemment à Trump aux États-Unis, mais c'est quelque chose de plus général qu'on observe dans le monde, qui ont des côtés quand même assez inquiétants et qui ressemblent à des formes de repli identitaire et nationaliste qu'on avait observé aussi pendant la première moitié du XXe siècle. Donc même si l'histoire ne se répète jamais exactement de la même façon, il y a vraiment un besoin de repenser ces différentes phases pour essayer de dégager des pistes de sortie de crise social-fédéraliste, socialiste-participatif, dont je parlerai à la fin. Alors, je vais commencer par le premier point, sur l'échec de la Révolution française. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une promesse d'égalité qui est faite lors de la Révolution française, qui est en partie une réalité. Il y a l'abolition des privilèges, de la noblesse, du clergé. Donc il y a un idéal d'égalité des droits, quelles que soient les origines sociales de chacun, mais qui en pratique, cette égalité, notamment face aux droits de propriété, en pratique ne conduit pas véritablement à une diffusion de la propriété et même, par certains côtés, à une forme de sacralisation de la propriété qui devient presque comme une nouvelle religion qu'on n'ose pas remettre en cause, quelle que soit l'ampleur de la concentration de la propriété. Et j'évoquerai comme exemple particulièrement extrême la question de la compensation financière qui est donnée aux propriétaires d'esclaves lors des abolitions de l'esclavage pour bien illustrer cette notion de sacralisation de la propriété qui finalement contribue à ce qu'on a une croissance de la concentration des patrimoines jusqu'à la Première Guerre mondiale. Pour illustrer cette idée d'un échec de la Révolution française, je vais commencer par ce premier graphique qui représente l'évolution de la concentration des propriétés. Alors quand je parle de propriété, je parle de l'ensemble des propriétés autorisées dans le système légal de chaque époque. Donc il s'agit de propriétés terriennes, immobilières, mais également financières, professionnelles. Il peut y avoir des actifs possédés dans le reste du monde, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc on voit que tout au long du 19e siècle, on a en fait une part croissante de la propriété qui est détenue par les 1% les plus riches, qui même à Paris atteignent près de 70% du total des patrimoines à la veille de la Première Guerre mondiale. Et il faut vraiment attendre le XXe siècle et la Première Guerre mondiale, la crise des années 30, la Deuxième Guerre mondiale, pour voir une déconcentration des fortunes. Je veux insister aussi sur 2 points. Le premier point, c'est que la déconcentration du patrimoine est une réalité, mais en même temps, il ne faut pas, au cours du XXe siècle, mais il ne faut pas non plus en exagérer l'importance. C'est-à-dire que la part des 1% les plus riches dans le total des patrimoines a beaucoup baissé au cours du XXe siècle. Elle a remonté depuis les années 80-90, ce qui est un vrai tournant par rapport aux décennies antérieures, mais on est encore très très loin du niveau du 19e siècle. En même temps, cette baisse de la part des 1% les plus riches, elle s'est faite principalement au bénéfice des 20 ou 30% suivants, 40% suivants parfois de la population, mais les 50% les plus pauvres en ont très peu bénéficié. En termes de propriété, en termes de revenus, il y a eu une augmentation plus sensible de la part des 50% des revenus les plus bas, en termes de bas salaires qui ont augmenté grâce au salaire minimum, grâce à des négociations salariales. Mais en termes d'accès à la propriété, on voit par exemple aujourd'hui, enfin 2015-2018, qui est le dernier point de données sur ce graphique, les 50% les plus pauvres détiennent 6% du patrimoine total. C'était 2% au 19e siècle, donc il y a une progression, mais enfin on est quand même sur des niveaux très très faibles et qui sont toujours très inférieurs à la part détenue par les 1% les plus riches,
alors même que les 50% les plus pauvres sont par définition 50 fois plus nombreux que les 1% les plus riches. Donc le fait que leur part dans la propriété totale soit toujours beaucoup plus faible que les 1% les plus riches donne quand même une idée du fait que la propriété est toujours restée très concentrée, et ça montre aussi que la réduction des inégalités qui a eu lieu au cours du XXe siècle est une réalité, mais n'a pas été non plus aussi loin que ce qu'on pourrait souhaiter. J'insiste sur le fait qu'on retrouve cette même réalité à l'intérieur de chaque groupe d'âge. C'est-à-dire, c'est pas simplement les jeunes sont pauvres et s'enrichissent avec l'âge, bon, le patrimoine moyen augmente avec l'âge, mais au sein de chaque groupe d'âge, les jeunes, les quadragénaires, les quinquagénaires, les septuagénaires, on a cette concentration dans des proportions comparables de la propriété. Alors, je reviendrai tout à l'heure à la phase de réduction des inégalités au XXe siècle, mais d'abord, je veux m'intéresser pourquoi au XIXe siècle, donc malgré cette égalité, au moins théorique, proclamée par la Révolution française, on n'a pas de phénomène de véritable diffusion de la propriété. D'abord parce que pendant la Révolution française elle-même, il y a quelques redistributions de terres, mais pour l'essentiel, les biens, par exemple, de l'Église sont en fait mis aux enchères pour ceux qui ont les moyens de les acheter, donc des classes bourgeoises ou nobles qui ont les moyens pour acheter ces terres. Les personnes qui ne possèdent rien au départ, le plus souvent, n'accèdent pas à la propriété. Les anciens droits féodaux, les corvées, très souvent sont simplement transformés en loyers. On change le vocabulaire, mais la relation de propriété et de domination n'est pas forcément aussi affectée que ce que la promesse révolutionnaire aurait pu laisser à penser. On ne met jamais en place, pendant la Révolution française, de réforme agraire au sens où on va le voir dans beaucoup de pays à partir de la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, c'est-à-dire des barèmes explicites où, au-delà de 200 ou 300 ou 1000 hectares, on redistribue les terres au bénéfice des paysans sans terre. Ça, on n'ose pas franchir ce pas pendant la Révolution française. Alors, il y a des discussions sur des propositions d'impôts progressifs. C'est important de voir que les débats qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'impôt progressif, par exemple, vous savez, dans la campagne des primaires démocrates aux États-Unis, on a des candidats démocrates qui proposent de revenir à des taux d'imposition de 70-80% sur les plus hauts revenus, qui ont été appliqués aux États-Unis au XXe siècle, comme on le verra dans un instant. Ils ont été aussi débattus en France au XVIIIe siècle. Alors, ils n'ont pas été appliqués, mais c'est intéressant de voir dans ces propositions, là j'en décris une qui est de Gralin, qui était un urbaniste, économiste nantais bien connu de l'époque, Lacoste, qui était un administrateur des impôts à Paris pendant la Révolution française, qui lui proposait un système de droit national d'hérédité, qui était en fait un impôt progressif sur l'héritage. Thomas Paine, qui est un révolutionnaire anglo-américain, proposait même d'utiliser ce droit national d'hérédité pour avoir une dotation en capital pour que chacun ait accès à une parcelle de terre ou d'autres biens. Donc toutes ces idées-là sont là depuis très très longtemps. C'est-à-dire l'idée d'organiser sous la forme de l'état de droit avec des barèmes une forme de circulation de la propriété, c'est discuté, mais les rapports de force politiques et idéologiques finalement ne permettent pas l'adoption. Les choses auraient pu se dérouler différemment. Moi, j'essaie d'insister dans le livre sur une vision non déterministe de ces histoires où il y a des moments de crise, il y a des rapports de force, il y a des bifurcations, plusieurs bifurcations sont possibles. Il se trouve qu'en 1793-1794, à un moment, on utilise un peu des barèmes de ce type-là pour mettre à contribution les uns et les autres pour financer la guerre, mais tout ça, finalement, se termine sans vraiment donner lieu à l'adoption d'un système fiscal progressif durable. Et finalement, ce qui ressortira de la Révolution française en termes de système fiscal, c'est un refus de la progressivité et un système d'imposition rigoureusement proportionnel. Donc, en particulier sur les successions au XIXe siècle, c'est 1% d'imposition que vous transmettiez 1000 francs ou 10 millions de francs. Il y a des débats, notamment au début de la Troisième République, pour dire, bon, quand même, on pourrait peut-être faire 2%, 3% sur les très hautes successions. Mais finalement, les arguments de l'époque, c'est de dire, non, mais si on commence comme ça, si on met 2%, 3%, on ne saura jamais où s'arrêter, ça montera à des sommets. Et voilà, il y a des conceptions, certes sympathiques, de la justice sociale s'exprimeront, mais aucun consensus ne pourra se faire. Et de tout ça découlera finalement le chaos social, la mise à bas de la société. Ça finira par se retourner sur les plus pauvres. Alors, il y a toujours une forme d'hypocrisie dans ces discours, mais en même temps, c'est vrai que cette peur d'ouvrir la boîte de Pandore de la propriété, surtout à l'époque où ces systèmes n'avaient jamais été expérimentés, peut se comprendre, enfin en tout cas doit s'analyser comme un discours qui a aussi ces éléments de plausibilité qu'on peut entendre aussi aujourd'hui. Alors, je trouve que c'est plus difficile aujourd'hui parce qu'il y a eu toutes ces expériences justement du XXe siècle d'impôts progressifs, de réduction des inégalités, sur lesquelles on peut s'appuyer pour cadrer le débat et essayer d'expérimenter dans la bonne direction. Mais ces arguments existeront toujours.
Le problème, ces arguments qui reviennent un peu à sacraliser les droits de propriété initiaux, quelle qu'ait été la façon dont ils aient été acquis, peut conduire à des choses quand même très très extrêmes. Et là, je voudrais illustrer le cas des abolitions de l'esclavage, en commençant par le cas d'Haïti. Donc Haïti, c'était Saint-Domingue au XVIIIe siècle, la perle des îles esclavagistes françaises, avec un nombre d'esclaves qui atteignait 1,5 million à la veille de la Révolution française, plus de 90% d'esclaves sur l'île. Une révolte d'esclaves, la première révolte d'esclaves qui réussit, qui conduit à la première abolition de l'époque moderne en 1791-1792. La Convention à Paris finit par décréter en 1794 l'abolition de l'esclavage, mais en fait c'est parce que sur place les esclaves ont pris le pouvoir et ont mis dehors les propriétaires. L'esclavage sera ensuite rétabli par Napoléon à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion. À Haïti, l'indépendance est proclamée en 1804. La monarchie française finit par accepter en 1825 l'indépendance de l'île, mais uniquement à la condition que l'île rembourse à la France et aux propriétaires d'esclaves français l'équivalent de la valeur qui a été perdue par les propriétaires d'esclaves, la valeur des esclaves. Et ça représente, alors il y a une négociation, c'est compliqué, on arrive finalement en 1825 avec Haïti avec un chiffre sous la menace de la canonnière, hein, puisque la France menace d'envahir l'île si Haïti n'accepte pas de rembourser cette dette. Le chiffre qui est fixé, c'est 3 années à peu près de production d'Haïti de l'époque, on dirait aujourd'hui 300% du PIB, ce qui ne peut pas être remboursé évidemment une seule fois. Donc les banquiers français vont proposer de refinancer tout ça avec des intérêts. Bon, finalement, la charge d'intérêt et le remboursement de cette dette va plomber le développement d'Haïti jusqu'au milieu du XXe siècle, hein, jusqu'aux années 1950. Donc pendant presque un siècle et demi, vous avez le charge de remboursement de cette dette. Et c'est, pour les propriétaires français de l'époque et dans l'idéologie propriétariste de l'époque, c'est une chose évidente que voilà, cette privation de propriété doit faire l'objet d'une compensation. On retrouve ça dans les autres abolitions de l'esclavage. Donc là, je résume sur ce graphique l'évolution de l'esclavage atlantique. Donc, vous avez d'abord les îles esclavagistes des Antilles françaises et britanniques. Vous avez ensuite le sud des États-Unis qui atteint son extension maximale jusqu'à la guerre civile américaine, la guerre de sécession de 1860-1865. Et puis l'esclavage au Brésil et à Cuba qui finit par être aboli en 1888-1889, avec là aussi des compensations financières aux propriétaires d'esclaves qu'on retrouve dès la première abolition, si on accepte le cas de la révolte d'Haïti, la première abolition de l'esclavage, c'est 1833 au Royaume-Uni, et ensuite 1848 dans les autres îles esclavagistes françaises. Et dans les deux cas, il y a une compensation intégrale des propriétaires d'esclaves. Donc il n'y a pas de compensation aux esclaves, il y a une compensation intégrale des propriétaires d'esclaves, ce qui est vraiment défendu par tous les intellectuels libéraux de l'époque, comme par exemple Tocqueville, qui insistent sur le fait vous ne pouvez pas exproprier un propriétaire d'esclaves sans une juste compensation, parce que la propriété, ce n'est pas quelque chose comme ça que vous pouvez remettre en cause d'un trait de plume. Ces propriétés ont été acquises dans un cadre légal. Si vous remettez en cause cette propriété-là, vous ne saurez pas où vous arrêter. Et il donne des exemples. Il dit, regardez, si vous avez vendu vos esclaves il y a quelques années, qu'ensuite vous avez acheté un château dans le Bordelais ou d'un immeuble à Paris ou des actifs financiers, là, vous allez laisser ça à cet ancien propriétaire d'esclaves, vous allez bien être obligé de lui demander des comptes à lui aussi. Et donc, à la fin des fins, vous ne saurez pas où vous arrêter. Et de fait, si on repense aujourd'hui à ce qui aurait été une solution juste, alors c'est facile, 2 siècles après, 1 siècle et demi après, de se poser la question, mais c'est pas complètement inintéressant non plus, il aurait sans doute fallu une compensation aux esclaves et pas aux propriétaires d'esclaves. Donc déjà, Condorcet avait proposé en 1780 une pension pour les vieux esclaves et un accès à la terre, à la propriété de la terre pour les esclaves encore en âge de travailler. Mais pour financer ces compensations, sans doute aurait-il fallu mettre à contribution non seulement les propriétaires d'esclaves, mais aussi les propriétaires industriels, immobiliers, terriens, qui s'étaient enrichis directement ou indirectement sur l'esclavage. Et donc, il aurait fallu effectivement aller assez loin dans un système de redistribution de la propriété. Et ça faisait peur à l'époque, et donc on ne le fait pas. Mais ça montre à quel point cette peur du vide, cette peur de faire confiance à la délibération démocratique pour mettre des limites à la propriété privée et essayer de définir ce qu'est une concentration raisonnable de la propriété privée. Voilà, cette peur finalement conduit parfois à des actions, des choix qui sont quand même assez dramatiques. Et donc il faut revenir sur cette histoire, permet aussi de mieux prendre la mesure du fait qu'on ne peut pas se contenter comme ça de sacraliser les droits établis dans le passé.
Je voudrais maintenant en arriver à la phase justement de réduction des inégalités au cours de la première moitié du XXe siècle, où on désacralise fortement la propriété privée suite à des mobilisations sociales. J'ai évoqué tout à l'heure le cas de la Suède, mais plus généralement, je voudrais insister sur le fait que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la crise des années 30 ont accéléré ce processus de transformation sociale et politique et de chute des sociétés de propriétaires, mais il y avait un mouvement qui était déjà en place d'une certaine façon depuis le 19e siècle, et donc ces crises violentes du début du 20e siècle ont débouché sur un autre système économique, social et politique, parce que aussi tout ça avait été préparé d'une certaine façon de longue date. Parmi les évolutions qui conduisent au XXe siècle à la réduction des inégalités, je voudrais notamment insister sur deux points. Le premier, c'est l'émergence de l'État social, et le deuxième, c'est l'invention de la progressivité fiscale. Alors d'abord, ce que j'appelle ici la montée de l'État social, c'est le fait qu'on se met au cours du XIXe siècle à mobiliser des recettes fiscales beaucoup plus importantes pour financer une politique sociale, avec notamment un investissement dans l'éducation beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus important que tout ce qui avait été fait au cours des siècles précédents. Donc on voit les dépenses d'éducation au XIXe siècle, c'est moins de 0,5% du revenu national. Ça monte à 5-6% du revenu national entre les années 1910, les années 1980. Donc ça veut dire un accès à l'éducation, un niveau d'éducation primaire, secondaire très important, qui est un mouvement d'émancipation sociale formidable. C'est aussi ça qui conduit à une prospérité économique beaucoup plus importante au XXe siècle. Donc ça c'est une évolution considérable. Le développement d'un système de santé, d'un système de retraite. Ce mouvement de développement des dépenses sociales, il était déjà un peu en cours, en route, vous voyez, entre 1870 et 1910, où le niveau des dépenses sociales était passé de 1 à 2%. Donc là, ça, c'est la moyenne pour plusieurs pays européens, c'est la moyenne pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Suède. Et vous avez des différences entre ces trois pays, mais le schéma général est assez comparable. Entre 1870 et 1910, le niveau des dépenses sociales passe de 1 à 2%. C'est une progression qui, notamment les dépenses d'éducation, ça fait un doublement, c'est quand même évidemment très important. Mais par rapport à ce qui va suivre dans la suite du XXe siècle, c'est quand même beaucoup moins important. Alors, cette évolution, avec cette forte mobilisation de recettes fiscales au service d'un projet social, va être accélérée après les guerres, va être aussi facilitée par la mise en place d'un système de progressivité fiscale, c'est-à-dire avec des taux d'imposition encore plus élevés sur les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines, ce qui va permettre de réduire les inégalités sur le sommet de la distribution, mais aussi qui permet d'avoir davantage d'acceptation du prélèvement fiscal. C'est-à-dire que le contrat social qui s'est développé au cours du XXe siècle, c'est un contrat social où tout le monde paye des impôts importants, des impôts indirects, des cotisations sociales, en plus de l'impôt sur le revenu, de beaucoup de sortes d'impôts. Mais on a la garantie, en principe, que ceux qui ont le plus de moyens payent un peu plus, au moins, et parfois beaucoup plus que ceux qui en ont moins. Et c'est évidemment la rupture de ce contrat social depuis les années 80-90 qui, avec l'impression, et parfois c'est pas une impression, que les plus fortunés parviennent à échapper à l'impôt commun, qui est une source de fragilisation considérable de notre État social. Mais si ça a marché dans un premier temps pendant la première moitié du XXe siècle, c'est parce qu'en plus de cette augmentation générale du niveau des prélèvements, il y a eu véritablement l'invention à grande échelle de la progressivité fiscale. Donc les débats que j'ai décrits à un instant au XVIIIe siècle, mais qui n'ont pas abouti, au cours du XXe siècle, vont donner lieu à l'invention de l'impôt progressif sur le revenu, de l'impôt progressif sur les successions. Donc là, vous avez sur ce graphique le taux le plus élevé appliqué aux revenus les plus importants dans les différents pays. Et donc, vous voyez que jusqu'à la Première Guerre mondiale, ça reste plus limité, même si certains pays comme le Japon avaient démarré leur impôt progressif plus tôt. La France est le bon dernier. Vous voyez la France en violet. Il faut attendre la loi du 15 juillet 1914. Et c'est pour avoir un impôt sur le revenu en France, et c'est pas pour financer les écoles, c'est pour financer la guerre contre l'Allemagne. Il n'y a que ça qui débloque la situation. Et ensuite, ce sera utilisé pour des choses plus intelligentes. Mais la France est très réfractaire à l'impôt sur le revenu jusqu'à la loi du 15 juillet 14. C'est intéressant parce que la France aime se raconter une histoire où le pays a une histoire d'amour avec l'égalité depuis toujours et a beaucoup de leçons à donner au reste du monde. Mais c'est intéressant qu'à l'époque, justement, dans les discours d'une partie des élites de la Troisième République qui refusent l'impôt sur le revenu en France, avant 1914,
insiste sur le fait de dire, voilà, nous sommes le pays de la Révolution française, nous avons déjà redistribué les richesses à la Révolution française, nous sommes un pays égalitaire, de petites propriétés, morcelées jusqu'à l'infini, trop sans doute, donc on ne va pas en plus créer un impôt sur le revenu. Donc ça, c'est bon pour nos voisins aristocratiques anglais, les voisins autoritaires prussiens qui n'ont pas notre sens de l'égalité et de la liberté, mais pour nous, ce serait vraiment intrusif et insupportable, donc pas d'impôt sur le revenu. Bon, sauf que dans les archives successorales qu'on a exploitées, avec Gilles Postel-Vinet, Jean-Laurent Rosenthal, beaucoup d'autres, on voit qu'en fait, il y a une concentration de la fortune à Paris et en France en 1914 qui est tout aussi extrême que dans les autres sociétés européennes de l'époque. Donc cette espèce d'hypocrisie de certains discours, voilà, c'est facile de la démasquer à un siècle de distance, mais c'est aussi une leçon pour la suite et de faire très attention à cette façon parfois d'instrumentaliser l'histoire nationale, y compris dans ce qu'elle a de formidable, comme la Révolution française, mais parfois au service d'objectifs qui sont des objectifs privés et avec parfois une certaine mauvaise foi. Toujours est-il qu'après la Première Guerre mondiale, et puis après la crise des années 30, la Deuxième Guerre mondiale, on remarquera que les taux d'imposition les plus élevés, en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni, vont atteindre des niveaux de 70, 80, 90% sur les très hauts revenus. Et ça va conduire à un système réellement très progressif. Donc là, vous voyez, dans le cas des États-Unis, vous voyez en bleu, c'est l'évolution du taux moyen d'imposition, tout impôt confondu, en prenant en compte non seulement l'impôt sur le revenu, mais les cotisations sociales, les taxes indirectes sur la consommation. Donc on voit que la courbe en bleu est passée de 10% d'imposition au total en pourcentage du revenu national au 19e siècle et au début du 20e siècle, et montée jusqu'à 30% aujourd'hui. Donc c'est une progression moins forte que l'État social européen, qui est monté, on a vu tout à l'heure, 47%, mettons entre 40 ou 50% suivant les pays. Les États-Unis sont restés à 30% de niveau d'imposition parce que le système de sécurité sociale, le système de retraite est moins développé. Enfin, c'est quand même une progression importante au cours du siècle. Et on voit que cette progression a été facilitée par le fait que des années 20 jusqu'aux années 80, on a une très forte progressivité fiscale, c'est-à-dire que les plus hauts, les couches sociales les plus favorisées, les 1%, les plus riches, les 0,1%, 0,01%, vont payer 60, 70, 80% de taux d'imposition effectifs. Et donc, ça produit une très forte compression des inégalités. Il y avait une part beaucoup plus importante des revenus et de la propriété au début de la période qu'à la fin de cette période de redistribution. Et ça produit aussi un sens de justice qui permet de développer des projets communs, des politiques sociales communes. À la fin de la période, depuis les années 80, on voit que le système a pratiquement perdu toute progressivité. Et même au cours des toutes dernières années, les revenus et les patronats les plus élevés payent même une imposition légèrement inférieure aux plus pauvres. Cette invention de la progressivité fiscale, on la voit aussi sur l'impôt sur les successions. Donc je disais tout à l'heure, au 19e siècle, l'impôt sur les successions, c'est 1% sur toutes les successions en France. La loi de 1901 va rendre l'impôt progressif, et même en France, et même la loi de 1910 va pousser à 6,5% le taux appliqué aux plus hautes successions, ce qui est faible par rapport à ce qui va suivre par la suite, mais par rapport au débat du 19e siècle, on ne voulait pas dévier du 1% pour tout le monde. On voit quand même que dès avant la Première Guerre mondiale, il y a un mouvement qui se met en place. Et en l'occurrence, la loi de 1910, cette augmentation sur les plus hautes successions, est là pour financer en partie la loi sur les retraites ouvrières et paysannes qui est votée la même année. Donc il y a un lien vraiment très direct qui est fait entre le financement, le début de l'État social et le début de la progressivité fiscale. Et vous avez le même phénomène en Suède, vous avez le même phénomène au Royaume-Uni, où en 1908-1909, le fameux épisode du People's Budget, où le gouvernement parvient à piéger les conservateurs et les lords en faisant adopter par la Chambre des communes un système d'impôt progressif sur les plus hautes successions pour financer un système de retraite ouvrière. Les lords veulent mettre leur veto, des nouvelles élections sont convoquées, et c'est à ce moment-là que les lords vont perdre tout leur pouvoir sur la législation budgétaire du royaume, et depuis cette époque, c'est une chambre purement consultative. Mais c'est vraiment sur ce combat-là, sur cette question de la progressivité fiscale et du financement des dépenses sociales, que se fait l'affrontement final qui aboutit finalement à la chute de la Chambre des Lords. Donc ce sont des questions qui sont vraiment tout sauf techniques et qui sont au cœur du processus de changement historique dans l'ensemble des sociétés européennes et d'une certaine façon extra-européennes. Je veux insister aussi sur le fait que même si la guerre mondiale accélère ce processus, les guerres mondiales, d'une certaine façon, sont également la conséquence des inégalités à un certain niveau, des très fortes tensions sociales à l'intérieur des sociétés européennes d'avant 1914, mais aussi des inégalités internationales. C'est-à-dire qu'il faut vraiment insister sur le fait que le régime inégalitaire
d'avant 1914, plus encore que celui d'aujourd'hui, avait une dimension internationale très forte, avec en particulier les deux principales puissances coloniales, le Royaume-Uni et la France, qui possédaient dans le reste du monde des quantités d'actifs. Donc là, vous avez les actifs étrangers, c'est-à-dire tout ce qu'on peut posséder les propriétaires dans le reste du monde, et dont on voit qu'à la veille de 1914, ils atteignent pour le Royaume-Uni et la France des niveaux qu'on n'a jamais vus depuis. Donc même actuellement, le Japon, l'Allemagne, la Chine, qui ont des excédents commerciaux dans le reste du monde, qui accumulent des réserves dans le reste du monde, ça reste limité par rapport au niveau observé à l'époque coloniale. Alors ces possessions dans le reste du monde, ça peut être parfois des possessions qui ont été obtenues directement par la contrainte militaire. Le cas de la dette d'Haïti, ça ferait partie des actifs étrangers. Vous avez aussi des dettes qui ont été extorquées à l'Empire chinois à la suite des guerres de l'opium, au Maroc. Enfin, ça faisait partie des processus d'appropriation coloniale, d'imposer des dettes, des tributs militaires aux régions conquises. Vous avez aussi des formes plus pacifiques d'accumulation, le canal de Suez, qui sera finalement nationalisé en 1956, et les actionnaires français-britanniques finiront par perdre cette propriété qui leur a apporté beaucoup de dividendes, notamment avant la Première Guerre mondiale. Vous avez des investissements dans le caoutchouc en Indochine, en Argentine, enfin dans les emprunts russes qui vont disparaître immédiatement après la révolution de 1917. Donc vous avez un niveau d'accumulation extrêmement fort qui crée des tensions considérables avec les régions possédées, qui doivent quand même payer des flux de profits, d'intérêts, de dividendes considérables au Royaume-Uni et à la France, qui, entre 1880 et 1914, ont des entrées très fortes de revenus du capital venant du reste du monde, qui leur permettent de financer à l'époque un déficit commercial permanent de 2-3% du revenu national. Mais comme ils ont des entrées entre 5 et 10% de revenus du capital venant du reste du monde, ils peuvent parfaitement financer ce déficit commercial et continuer d'acheter le reste du monde. Donc c'est un peu la situation d'un locataire qui paye son loyer à son propriétaire, et avec le loyer, le propriétaire achète le reste de l'immeuble petit à petit. Donc ces relations de propriété sont toujours compliquées, y compris pour payer son loyer à son propriétaire. Mais quand ce sont des pays qui possèdent d'autres pays, voilà, ce sont des relations qui en l'occurrence, s'accompagnaient de relations de domination militaire. Alors à l'avenir, on n'est pas encore sur des possessions de cette ampleur, mais enfin ça peut devenir quand même assez rapidement assez tendu, et on aurait bien tort de croire que ces relations de propriété transnationale qui avaient un peu disparu entre 1950 et 1980 dans le régime de contrôle des capitaux, à l'avenir pourraient reprendre une ampleur importante. En tout cas, dans l'effondrement lié à la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de processus qui se mêlent. On voit l'Allemagne qui est en rivalité croissante avec la France et le Royaume-Uni à la veille de la Première Guerre mondiale, qui a moins de possessions à l'étranger, pas d'empire colonial, une tradition commerciale moins ancienne, mais qui est en train de devenir la puissance démographique et industrielle dominante du continent européen. Et ces trois puissances vont rentrer dans le processus de déflagration que l'on connaît avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais qui ne peuvent pas être analysées indépendamment de ce régime de propriété internationale et de ce régime inégalitaire qui va s'effondrer. Alors, il va y avoir des expropriations, les bons, les emprunts russes, le canal de Suez, des indépendances, mais il va y avoir aussi et surtout le financement des guerres, c'est-à-dire que cette chute des actifs étrangers correspond au fait que beaucoup des propriétaires français et britanniques vont être obligés de vendre parfois à des Américains, dont on voit que les possessions américaines deviennent positives vis-à-vis du reste du monde dans l'entre-deux-guerres, pour pouvoir financer les guerres et prêter au gouvernement français, au gouvernement britannique. Donc on va avoir une énorme augmentation de la dette publique. Et là, vous voyez la même évolution, mais sur les encours de dette publique qui, en 1945-1950, atteignent 3 années de revenu national pour le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, donc des niveaux extrêmement élevés, beaucoup plus importants, par exemple, que la Grèce aujourd'hui, et sur des tailles d'économie beaucoup plus importantes, parce que la Grèce, c'est 2% de la zone euro. Là on parle des plus importantes économies européennes et mondiales de l'époque. Et alors, ces dettes, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'elles vont ensuite disparaître très vite, donc elles ne vont jamais être remboursées. Donc, pour résumer, des propriétaires français et britanniques d'avant 14
placent une partie de leurs avoirs, de leurs propriétés dans la dette publique, et ensuite la dette publique ne sera jamais remboursée. Donc le processus de sortie des sociétés de propriétaires se déroule comme ça, un peu en deux étapes. Alors, au Royaume-Uni, on voit que le processus prend un peu plus longtemps. Il faut attendre les années 70 pour que l'inflation vraiment réduise fortement la dette publique. En France et en Allemagne, ça va beaucoup plus vite. Alors, en France, c'est beaucoup d'inflation qui atteint plus de 50% par an de 1945 à 1950. Donc, il n'y a plus de dette publique à la sortie. Le problème, c'est que vous avez aussi détruit beaucoup d'épargne populaire qui va créer beaucoup de pauvreté du troisième âge dans les années 50. L'Allemagne invente entre 1948 et 1952 une solution plus intéressante et plus innovante, qu'on a un peu trop oublié malheureusement aujourd'hui, mais qui consiste... l'Allemagne est traumatisée par l'inflation des années 20. Hein, vous voyez la courbe verte en 23-24. La dette allemande de la Première Guerre mondiale a été ramenée à zéro par l'hyperinflation, mais l'hyperinflation a causé des dégâts sociaux considérables. Donc entre 1948 et 1952, le gouvernement allemand a recours à une solution plus innovante qui consiste plutôt qu'à taxer les plus pauvres par l'inflation, à demander de plus aux plus riches. Et donc il y a un processus, il y a un impôt exceptionnel sur les plus hauts patrimoines immobilier financier, les plus hauts patrimoines financiers incluent notamment des titres de la dette publique. Donc vous taxez jusqu'à 80-90% les plus hauts patrimoines, y compris financiers. Donc voilà, vous taxez la dette publique pour rembourser la dette publique. Bon, on tourne un peu en rond, mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon, la dette publique, aujourd'hui comme hier, elle n'est pas détenue par la planète Mars. Elle est détenue par des propriétaires privés, parfois à travers des banques, des institutions financières, mais ça reste une relation sociale entre différents groupes sociaux. Et donc le gouvernement allemand décide de faire ça sous forme d'un système d'imposition progressive très, très lourd sur les plus hauts patrimoines. Le Japon fait la même chose en 46-47. Et pour finir, c'est un immense succès, dans le sens où ces pays parviennent à repartir dans la reconstruction dans les années 50-60 sans dette publique. Et donc avec beaucoup plus de disponibilité pour investir dans les infrastructures publiques, dans l'éducation, dans la croissance. C'est un grand succès, et il y a quelque chose d'ironique aujourd'hui dans le fait que ces mêmes pays, parfois l'Allemagne, avec l'appui de la France, vont demander aux pays d'Europe du Sud de rembourser des excédents pour les décennies à venir, alors que fort heureusement, c'est pas ça qu'on a fait dans les années 50, et que si on avait dû rembourser, donc en fait, de facto, aux propriétaires d'avant 1914, leurs actifs et leurs intérêts, on y sera encore aujourd'hui, quoi. Et donc, heureusement qu'on a fait le choix de repartir à zéro, d'investir dans un nouveau cycle. Cette situation, alors aujourd'hui, se repose dans des configurations différentes, et je voudrais maintenant parler de cette phase de remontée des inégalités à partir des années 80-90. Là encore, je veux vraiment insister sur les dimensions politiques, idéologiques. C'est-à-dire que la remontée des inégalités n'est pas un phénomène purement économique ou technologique. C'est d'abord deux tournants politiques très importants qui ont lieu dans les années 80-90, avec d'une part l'effondrement du communisme soviétique, et le post-communisme va devenir en quelque sorte le meilleur allié de l'hypercapitalisme, et d'autre part l'échec du reaganisme. Alors d'abord sur le post-communisme, si on regarde les données dont on dispose sur les inégalités à l'époque soviétique, on a des inégalités monétaires, vous voyez en rouge, qui étaient faibles à l'époque soviétique, mais évidemment avec plein d'autres formes d'inégalités, d'incarcération qui sont autrement plus importantes que ces inégalités monétaires. Vous avez une remontée à la chute du communisme, après la stagnation des niveaux de vie dans les années 50, 60, 70. Le modèle communiste s'effondre, et là vous avez une privatisation des ressources naturelles, notamment à des tout petites minorités de la population, et donc vous avez une remontée du niveau d'inégalité à des niveaux inouïs très rapidement. Vous avez aussi un contournement du système légal par les paradis fiscaux qui prend une ampleur totalement invraisemblable en Russie post-communiste. Si on regarde aujourd'hui les données dont on dispose, on constate que la Russie, là toujours en rouge, est, avec les pétromonarchies du Golfe, l'endroit du monde qui utilise le plus les paradis fiscaux, ce qui, quand même, après avoir été le pays de l'abolition de la propriété privée, on voit l'ampleur du retournement idéologique. La Russie de Poutine, c'est un pays où l'impôt sur le revenu est de 13%, que votre revenu soit de 1000 roubles ou d'1 milliard de roubles. Donc même Trump n'ose pas imaginer ça, en tout cas il ne le formule pas publiquement, et il va proposer, je sais pas, 5% sur les plus bas revenus et 25-30% sur les plus hauts, alors que ses adversaires démocrates vont proposer de revenir à 70 ou 80% sur les plus hauts. Mais dans les deux cas, on accepte quand même encore la logique de l'impôt progressif.
alors que la Russie post-communiste est à un impôt complètement proportionnel. La Russie post-communiste, d'ailleurs, comme la Chine d'aujourd'hui, n'a aucun système d'impôt successoral. Donc vous commencez par privatiser les 3/4 de ce qu'il y a possédé dans le pays, et ensuite les personnes proches du pouvoir, souvent qui ont acquis ces empires industriels ou énergétiques, transmettent ça à leurs descendants sans aucun impôt. Hong Kong, c'est le cas quand même assez inouï d'un pays qui est devenu encore plus inégalitaire et qui a supprimé son impôt successoral après avoir rejoint un pays communiste. Enfin, en tout cas, après s'être mis sous la coupe du Parti communiste chinois. Et aujourd'hui, si vous avez une fortune importante à transmettre en Asie, il faut mieux aller mourir en République populaire de Chine, alors que si vous allez à Taïwan capitaliste ou en Corée du Sud capitaliste ou au Japon capitaliste, vous avez un impôt successoral qui atteint 50% sur les plus hautes détentions, qui a même été porté à 55% il y a 2 ans au Japon, qui est pourtant pas un pays avec une culture gauchiste particulièrement marquée. Et donc, le fait que le post-communisme, finalement, la désillusion post-communiste a conduit à un retour de balancier idéologique complètement inouï, dont on sort tout juste et qui a un impact très important sur la Russie, mais plus encore de plus en plus la Chine. Ça a un impact important sur les débats qu'on peut avoir au niveau international sur la transparence financière fiscale. Et donc il y a des groupes dominants dans ces pays qui ont utilisé d'une certaine façon l'échec du stalinisme, du maoïsme, qui est incontestable, mais pour promouvoir une vision qui est elle aussi très, très contestable et qui finalement reproduit des niveaux d'inégalité qui ne sont absolument pas nécessaires. L'autre mouvement important, c'est le reaganisme qui, dans les années 80, va déboucher sur une très forte augmentation des inégalités. On voit là la part des 50% les plus pauvres dans le revenu national américain, donc notamment un effondrement des plus bas salaires relativement aux plus hauts revenus, qui a pris des proportions vraiment inouïes, alors que la promesse réaganienne des années 80, c'était de dire... en gros, le discours consistait à dire que les États-Unis ont été trop loin dans la réduction des inégalités, en particulier dans la progressivité fiscale. Ça nous a ramolli dans notre esprit entrepreneurial, dans la lutte contre le communisme. On va réduire très fortement les impôts sur les revenus les plus élevés, les entrepreneurs. Ça va peut-être conduire à un accroissement du nombre de milliardaires, des inégalités, mais pour finir, ça va donner tellement de croissance, ça va tellement dynamiser l'innovation que l'économie américaine va se mettre à croître comme jamais, les salaires et les revenus vont croître comme jamais. Sauf que 30 ans plus tard, on a vu l'augmentation des inégalités, mais si on regarde la croissance, vous voyez la croissance en vert aux États-Unis, en fait, elle a été divisée par 2 entre la période 1950-1990 et 1990-2020. Et donc, on a fortement réduit l'impôt progressif, mais ça n'a pas du tout dynamisé la croissance. Et ça explique pourquoi Trump, aujourd'hui, une partie des républicains aujourd'hui, se retrouve dans un discours de durcissement identitaire. En gros, le discours du libéralisme économique pur n'a pas suffi, donc il faut ajouter quelque chose, et ce quelque chose, ça va être, voilà, le problème, ce sont les Mexicains, les Chinois, le reste du monde qui prend le dur labeur des Américains blancs, et donc on arrive dans un discours qui devient franchement irrationnel, ou en tout cas très, très dangereux, un peu tribal, mais qui, voilà, si le libéralisme économique avait fonctionné, si la promesse de prospérité généralisée faite par Reagan dans les années 80 avait fonctionné, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors il y a d'autres réactions politiques à cet échec réaganien, qui est plutôt un retour de la redistribution qu'on observe notamment chez les candidats du Parti démocrate, mais on voit que là on est dans une phase où on refait le bilan du réaganisme et on arrive à différentes solutions qui sont proposées. Si on regarde l'évolution de la structure des votes politiques, on voit une forme de désenchantement face à la montée des inégalités qui a aussi conduit à des transformations considérables dans la structure des électorats. Donc là, vous voyez sur ce graphique, on voit le fait que des années 50 aux années 70-80, les groupes sociaux les plus défavorisés, notamment là en termes d'éducation, votaient davantage pour les partis démocrates aux États-Unis, travaillistes au Royaume-Uni, socialistes, communistes radicaux en France, donc votaient plus pour les partis, disons, de la gauche électorale. Et puis, petit à petit, ce sont au contraire les plus diplômés qui sont passés du côté de ces partis. Donc il y a eu un sentiment d'abandon des groupes les plus populaires qui parfois ont beaucoup augmenté leur niveau d'abstention, parfois ont été récupérés par des partis xénophobes, mais dans tous les cas, il y a cette transformation sur longue période qui est très frappante dans des proportions assez comparables dans les différents pays. Donc là, on a 3 pays quand même dont le système de partis politiques est pourtant à des origines historiques très différentes. On retrouve la même chose, là vous avez l'Allemagne, la Suède,
Suède, la Norvège, qui partaient d'un système politique où il y avait vraiment un électorat très populaire pour le Parti social-démocrate, qui pouvait avoir 80% des voix chez les ouvriers, et donc un électorat qui était très marqué d'un point de vue social, mais qui finit aussi par passer du côté des plus éduqués à la fin de la période. On a des évolutions très proches en Italie, en Hollande. Enfin, c'est un phénomène très général que j'essaye d'expliquer dans le livre, dont je ne prétends pas avoir des explications complètes, mais qui, quand on a une évolution dans autant de pays sur des durées aussi longues, ça ne peut pas être juste un malentendu. C'est-à-dire, ça ne peut pas être juste, voilà, les groupes les moins diplômés n'ont pas bien compris à quel point les partis en question font tout ce qu'ils peuvent pour eux. Il doit bien y avoir quelque chose qui a créé ce sentiment d'abandon. Je pense que le mouvement de dérégulation et de concurrence fiscale qui, à partir des années 80-90, conduit à une forme d'abandon de politique de redistribution est une partie de l'explication. Il faut aussi insister sur des nouvelles inégalités éducatives sur lesquelles je dirai un mot dans un instant. Dans le contexte européen, ce sentiment d'abandon face à la mondialisation nourrit notamment un très fort sentiment d'hostilité à l'Union européenne, alors qui s'est manifesté dans le vote pour le Brexit. Donc là, vous avez le pourcentage de personnes qui votent pour le Remain en fonction du niveau de revenus, de patrimoine, d'éducation. Et c'est très frappant de voir qu'il n'y a que les 30% les plus favorisés qui ont voté pour rester dans l'Union européenne. Les 10% les plus favorisés ont voté avec enthousiasme pour rester dans l'Union européenne, mais comme les 60% les plus défavorisés ont voté pour sortir, à la fin des fins, c'est le vote pour sortir qui l'a emporté. Alors on pourrait dire, c'est les Britanniques qui sont très nationalistes, anti-européens, on ne peut pas y faire grand-chose, sauf que vous avez la même chose dans les référendums français de 92 et 2005, où là encore, regardez d'ailleurs l'évolution entre les deux référendums. En 92, vous avez les 30-40% les plus favorisés qui votent pour le traité de Maastricht, donc pour la monnaie unique, et qui votent très fortement oui, donc ça compense le fait que les 60% les plus pauvres votent légèrement non. Mais lors du traité constitutionnel européen de 2005, vous avez seulement les 20-30% qui votent pour, et là, cette fois-ci, les 70% les plus modestes qui votent contre, et donc forcément, vous avez une victoire du non à 55%. Donc moi, je précise que j'ai voté oui pour ces deux référendums, je ne suis pas particulièrement fier, et si j'avais voté non, je ne serais pas non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça m'attriste profondément de voir ça, et en même temps, on ne peut pas juste dire c'est un malentendu, ça va s'arranger, il suffit de mieux expliquer ce que fait l'Europe. Quand vous avez une telle structure, un tel clivage social par rapport à la question européenne dans deux pays très différents, la France, le Royaume-Uni, à un quart de siècle de distance, 92, 2005, 2016, ça ne peut pas être simplement un malentendu. Donc je pense que forcément, ça témoigne du fait que la façon dont est construite l'Union européenne autour de la libre circulation des capitaux, des biens, des marchandises, sans aucun projet social et sans aucun projet de réduction des inégalités, ça crée un divorce considérable avec les catégories moyennes et populaires. Et j'essaye dans le livre de développer l'idée d'une forme de social-fédéralisme, c'est-à-dire un internationalisme assumé, un fédéralisme assumé entre les pays qui le souhaitent, mais au service d'objectifs explicitement sociaux de réduction des inégalités sur les salaires, sur l'éducation, sur la justice fiscale. Mais s'il n'y a pas un choc très fort, sans doute d'abord avec un plus petit nombre de pays qui adoptent des objectifs sociaux très explicites et très symboliques de cette nature, je ne vois pas comment une réalité aussi lourde pourrait changer. Et voilà, il y a des risques d'explosion qui sont considérables. Et donc ce serait trop facile de dire, voilà, tout ça c'est de la faute des Britanniques, ils n'ont qu'à faire leur Brexit dans leur coin. C'est un échec qui nous concerne tous et qui doit appeler des réponses. Je veux aussi insister sur les malentendus à l'intérieur de l'Europe. Souvent, en vue de France ou d'Allemagne, quand on parle de l'Europe de l'Est, on regarde uniquement la courbe en vert, c'est-à-dire on dit, regardez, quand même, ils sont très ingrats, ces gens d'Europe de l'Est, ils reçoivent tous ces transferts publics, comment ça se fait qu'ils sont aussi mécontents et grognons. Vue d'Europe de l'Est, on voit surtout la courbe en orange, qui sont les flux sortants de profits d'entreprises allemandes, d'investisseurs franco-allemands de différents pays d'Europe de l'Ouest, qui ont investi en Europe de l'Est à la chute du communisme. Alors évidemment, ça a permis d'augmenter la productivité, mais en même temps, les salaires dans ces pays n'ont pas augmenté autant que ce qui était prévu, enfin ce que les gens espéraient, d'où des niveaux de profit très importants réalisés par ces investisseurs. Et pour finir, c'est tout sauf négligeable, ces niveaux de profit sortants. Et donc là, il y a une espèce d'incompréhension où on ne regarde pas les deux côtés du problème, et en particulier, souvent les gagnants du système économique, les gagnants du système de marché ont tendance à naturaliser les forces de marché, c'est-à-dire à dire le niveau des profits et des salaires, c'est comme ça, il est juste et bon, c'est la concurrence.
on ne peut pas y faire grand-chose. Et par contre, les transferts publics, ça, c'est vraiment un acte de générosité de la part des gagnants du système de marché. Sauf qu'en fait, les prix et les salaires, les profits et les salaires, ils ne tombent pas du ciel. Ça dépend du système légal, du droit syndical, des possibilités de négociation salariale, de l'existence d'harmonisation sociale ou fiscale en Europe ou de l'absence d'harmonisation. Donc, il faut accepter de discuter de ces questions-là, d'autant plus qu'on a un malentendu de même nature avec l'Europe du Sud au sujet des taux d'intérêt sur la dette publique. Donc là, vous voyez l'évolution du taux d'intérêt. Ça peut paraître technique, mais c'est vraiment fondamental parce que quand vous avez des dettes publiques significatives, avoir un taux d'intérêt de 10 ou 20%, ça vous balance en l'air tout votre budget public et toute votre stratégie d'investissement social. Ça représente des masses financières tellement importantes. Et vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la monnaie unique, de 2001 à 2009, tout le monde avait le même taux d'intérêt parce que les marchés financiers considéraient que la zone euro était là pour durer. Et puis d'un seul coup, à partir de 2009-2010, il y a eu des doutes, en partie alimenté d'ailleurs par la Banque Centrale Européenne, dirigée à l'époque par un Français, qui, fin 2009, a dit bon, si les agences de notation retirent la note de la Grèce, on va arrêter de soutenir la Grèce. Et alors là, les marchés financiers se sont lâchés et ça a été une orgie spéculative avec, vous voyez, des mouvements de taux d'intérêt considérables qui se sont calmés à la fin de la période, mais avec toujours des écarts importants. Et là encore, des incompréhensions considérables entre pays. C'est-à-dire qu'en gros, la France et l'Allemagne, qui empruntent à 0%, ont reprêté à la Grèce à 3 ou 4%, en disant à la Grèce, bah, regardez, estimez-vous heureux, vous seriez pris 10% de taux d'intérêt sur les marchés, nous, on est quand même vachement généreux. Mais sauf que vu du côté de la Grèce, évidemment, la lecture est différente, de dire quand même, vous vous êtes fait une sacrée marge financière sur notre dos. Donc à nouveau, tout dépend du référentiel. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que le taux d'intérêt du marché représente une forme de justice, ou est-ce que, en fait, en l'occurrence, c'est un marché très spéculatif qui, à mon sens, il faudrait fermer dans le sens où il faudrait avoir un taux d'intérêt sur une dette publique commune. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une monnaie commune, que vous ne pouvez plus dévaluer votre monnaie, il faut aussi que vous ayez quand même un taux d'intérêt en commun, ce qui veut dire une assemblée européenne pour la zone euro, une capacité de voter un budget, une dette en commun. Donc voilà, il faut s'interroger sur ces questions parce que sinon on crée des incompréhensions qui, voilà, vu du côté des gagnants du système, enfin des puissances économiques dominantes qui sont non seulement l'Allemagne derrière laquelle la France aime bien se dissimuler, mais aussi la France, parce que s'il n'y avait pas la France et l'Allemagne, les choses ne fonctionneraient pas comme ça. Il faut se reposer ces questions. Alors, les solutions à tout ça, bon, il y a eu des solutions il y a eu des décisions qui ont été prises après la crise financière de 2008 qui ont consisté notamment à imprimer énormément d'argent. Donc la Banque Centrale Européenne, là on voit, là c'est l'évolution de la taille de bilan des banques centrales qui en gros représente la quantité d'euros qui a été imprimée. Alors c'est essentiellement électronique, mais ça reste quand même très réel. Et on voit qu'effectivement on a retrouvé en quelques années des niveaux de création monétaire qu'on avait déjà vu d'ailleurs après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais ça donne une idée quand même du choc créé par la crise financière de 2008. C'est en quelques années, on a retrouvé des niveaux qui étaient ceux issus des guerres. Et ça pourrait aller encore plus loin, c'est-à-dire si on regarde sur le graphique suivant, là j'ai mis le cas de la Suisse et du Japon, où on a atteint carrément 100% du revenu national en bilan de banque centrale. Ça pourrait aller encore plus loin, sauf que c'est pas clair que ça permette vraiment de résoudre les problèmes. C'est-à-dire ça permet peut-être d'éviter les faillites bancaires en cascade, mais ça crée des nouvelles bulles financières, immobilières. Et si on veut résoudre les problèmes qu'on a devant nous, de réchauffement climatique, de transition énergétique, de réduction des inégalités, on ne va pas y arriver juste avec un conseil d'administration de banque centrale à huis clos. On a besoin d'assemblées, de budgets en commun, de délibérations démocratiques au grand jour. Et c'est un peu cette peur d'une démocratie transnationale qui nous conduit à tout reposer sur des institutions, les banques centrales, qui, effectivement, c'est très facile d'appuyer sur un bouton et de créer comme ça beaucoup de liquidités. Mais après, est-ce que vous allez être capable de bien les utiliser, de bien les répartir ? C'est une autre histoire. Donc ça montre à quel point les crises financières ou sociales ou politiques conduisent à des réponses. Là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de réponse depuis 2008, mais ces réponses ne sont pas forcément les bonnes, faute d'une appropriation citoyenne, politique suffisante avant les crises de quelles sont les transformations institutionnelles qui sont nécessaires. Et derrière, il n'y a pas un complot de personnes qui ne veulent pas que ça bouge. Il peut y avoir ça parfois, mais il y a aussi des vraies difficultés idéologiques, intellectuelles sur comment on organise en particulier la démocratie transnationale. Alors, je vais m'arrêter là en présentant quand même très rapidement des pistes que j'ai déjà évoquées, en particulier le social-fédéralisme que j'ai évoqué rapidement. Je voudrais insister sur deux autres points qui sont la question de la justice éducative et la question de la circulation de la propriété, avec cette idée sur l'héritage pour tous à 120 000 € que j'évoque à la fin du livre comme une piste possible. Mais après, bon, chacun
est évidemment invité à écrire son dernier chapitre et les conclusions du livre. Moi, j'essaye de tirer des leçons pour l'avenir qui me paraissent les plus justes, les plus logiques, compte tenu des expériences historiques que je relate. Mais voilà, ce serait absurde de prétendre qu'il y a une seule conclusion qui découle de ces expériences historiques. La question de la justice éducative, d'abord, je veux insister sur l'énorme hypocrisie qu'on a aujourd'hui sur les questions d'accès à l'enseignement, notamment dans des pays où vous avez des droits d'inscription très élevés, comme aux États-Unis, où de fait, les gens dont les parents sont les plus riches vont avoir 90-95% de taux d'accès à l'université, alors que ceux dont les parents sont les plus pauvres vont avoir 20-25%, 30%. Donc là, c'est quand même, il y a vraiment un écart considérable entre le discours théorique sur la méritocratie, l'hypermobilité sociale, etc., et puis la réalité qui est quand même très, très extrême, d'autant plus que ceux qui vont à l'université, qui sont en haut de la distribution, ne vont pas du tout dans les mêmes universités que ceux en bas lorsqu'ils vont. Donc on a vraiment des inégalités considérables qui expliquent d'ailleurs, je pense en partie, l'abaissement de la croissance depuis les années 80-90, et on s'est beaucoup focalisé sur l'augmentation des possibilités données aux milliardaires, aux entrepreneurs pour accumuler, mais tout ce qui concerne l'accumulation d'éducation, l'accès à l'éducation est un peu passé à la trappe, et en fait c'est sans doute beaucoup plus important à long terme pour la prospérité d'un pays. Dans le cas français, il ne faudrait pas s'imaginer non plus qu'un système public permet en soi de conduire à l'égalité. Donc là, vous avez une autre représentation de l'inégalité de l'investissement éducatif en France, où je classe les personnes suivant s'ils ont fait des études plus ou moins longues et plus ou moins coûteuses. Donc là, ce sont tous les jeunes de la génération qui ont eu 20 ans en 2018, en fonction de ce qu'on sait de leur parcours scolaire et universitaire et des coûts des différentes filières. Donc on voit qu'en moyenne, les personnes de cette génération vont bénéficier d'un investissement éducatif de 120 000 € sur toute leur scolarité, de maternelle, primaire, secondaire, supérieur. Mais ceux qui quittent le système à 17 ans ou 18 ans vont bénéficier d'environ 60-70 000 € d'investissement éducatif. Les personnes au milieu qui vont bénéficier de 100-120 000 € vont être les personnes qui vont faire souvent des filières courtes dans le supérieur et mal financées. Et puis, les personnes en haut qui vont bénéficier de 200-250 000 € d'investissement éducatif sont les personnes qui vont faire des filières longues, bien financées, notamment des classes préparatoires aux grandes écoles, des grandes écoles. Et donc, on a quand même un écart de l'ordre de 200 000 €, ou même un peu plus, entre ceux qui bénéficient du plus faible investissement éducatif public et ceux qui bénéficient du plus haut investissement éducatif public. Donc, je parlais de l'héritage pour tous, mais là, c'est un peu le double héritage pour certains alors, les personnes qui font les études les plus longues ne sont pas toutes issues des groupes les plus favorisés, mais il y a quand même une corrélation en moyenne. Donc on a un système, là, en l'occurrence, d'investissement public qui peut aboutir à accroître les inégalités. Donc là, il y a vraiment un enjeu sur la justice éducative avec quand même des formes d'hypocrisie de la part des gagnants du système éducatif qui acceptent finalement de reproduire un système qui reproduit les inégalités initiales et même les amplifie, et qui, je pense, explique une partie le retournement du clivage éducatif qu'on a vu sur le plan politique tout à l'heure, où les groupes les plus défavorisés ont fini par se convaincre que les partis qui prétendaient les défendre se souciaient parfois davantage de leurs propres enfants et des gagnants du système éducatif que des groupes moins favorisés. Vous avez, sur la question de l'accès à la propriété également, il faut bien prendre conscience, comme je l'ai dit au début de cette présentation, sur le fait que la propriété est extrêmement concentrée. C'est-à-dire là, vous avez la répartition de la propriété actuellement en France, enfin, c'était il y a quelques années, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Vous voyez que la médiane est à 100 000 €. Alors là, c'est le patrimoine par adulte. Donc pour un couple, il faut multiplier par 2 en moyenne. La moyenne du patrimoine par adulte est de 200 000 €, mais la médiane est à 100 000 €, parce que vous avez des personnes en haut de la distribution qui tirent la moyenne vers le haut, mais pas la médiane. La moitié la plus pauvre de la population va avoir 2 000 €, 20 000 €, essentiellement des liquidités, des petits livrets d'épargne, mais vous avez très très peu de propriété. Donc 120 000 € à 25 ans pour tous, ça permettrait... Et c'est quelque chose qui n'est pas inatteignable en termes de financement, même si on peut choisir après d'y aller par étapes, il y a d'autres priorités qui peuvent graduellement être choisies. Ça permettrait un accès au logement, parce que bon, la justice éducative, c'est très important pour accéder à l'emploi, au salaire, mais si après vous vous retrouvez à payer une énorme partie de votre salaire en loyer toute votre vie, ça peut poser quand même des problèmes. 120 000 €, ça peut permettre de participer de façon générale à la vie économique, à la création d'entreprises. Donc, si on veut essayer d'aller au-delà
de l'expérience de réduction des inégalités au XXe siècle qui a quand même maintenu une très forte concentration de la propriété, ça peut faire partie des solutions. Les financements de tout ça reposent sur un système d'impôt progressif sur la propriété, les successions, les revenus, qui peuvent monter jusqu'à 80-90%. Je veux juste dire deux mots à ce sujet. D'abord, on parle de niveau de patrimoine extrêmement élevé. Donc là, quand on a 90%, c'est à 10 000 fois le patrimoine moyen. Donc ce serait à 1 milliard d'euros, donc ça laisse quand même 100 millions d'euros ensuite, ce qui permet quand même de financer quelques projets. Ces taux-là ont été appliqués aux États-Unis. J'ai parlé également de l'Allemagne, du Japon. Après la Seconde Guerre mondiale, on a des taux d'imposition de 70, 80, 90% sur les revenus, sur les patrimoines. Et si on essaye de se repencher sur cette histoire, moi, je dis que ça a plutôt très bien marché. Donc, je ne dis pas que c'est la seule conclusion possible, mais j'invite chacun à rentrer dans ce débat, à apporter des arguments historiques, factuels, et pour essayer d'avancer dans ce débat. Ce qui est très difficile, parce que dès qu'on parle de ces questions de progressivité fiscale élevée, vous avez plein de personnes qui se mettent à s'énerver dans tous les sens, qui confondent tout. Vous leur parlez des États-Unis, ils vous disent que c'est du bolchevisme. Enfin, il y a une espèce de confusion mentale et intellectuelle qui s'empare de ces discussions, qui rend difficile un débat dépassionné, que j'essaye de promouvoir, ce débat ne va pas disparaître, il est là, il est très présent actuellement dans la primaire américaine, et il va continuer d'être là parce que c'est un débat important. Je m'arrête là en insistant sur le fait que cette histoire des inégalités que j'essaye de développer insiste sur le rôle de la lutte des idéologies au moins autant que la lutte des classes, parce que, à nouveau, le conflit social, même s'il est parfois indispensable pour mener au changement historique, n'a pas en tant que tel de débouchés bien définis. Et parfois, il peut y avoir des débouchés qui sont complètement contraires à la volonté, au projet d'émancipation qui était là avant. Donc, il faut prendre au sérieux ces discussions sur le système de propriété juste, sur le système fiscal juste. Et pour ça, il faut en débattre encore. Et donc, je suis très intéressé et très, très, très preneur de cette discussion et de vos questions. Merci pour votre attention. Alors j'espère que je n'ai pas trop débordé de mon temps et qu'il nous reste du temps pour des questions. Bonjour à tous. Je vous donne la règle du jeu pour les questions. On va les prendre par deux. Je vous demande de les poser le plus brièvement possible pour qu'on puisse laisser un peu d'espace à la discussion. On commence par monsieur en haut. Oui, bonjour. Vous parlez pas du tout de la fraude fiscale des riches. Merci. En relation avec le problème de la dette publique. Merci. Une deuxième question. Ici, monsieur. Je vais... Merci. Il y a clairement un problème de concurrence fiscale entre les pays, entre les continents aussi. Comment résoudre ça? Comment faire en sorte qu'on puisse s'accorder à un niveau peut-être mondial sur les niveaux d'imposition? Alors, je vais répondre d'abord à ces deux questions-là. Alors, la fraude fiscale, j'en parle indirectement ou même directement quand je parlais tout à l'heure des paradis fiscaux, enfin qui sont une forme d'évasion fiscale, parfois légale, parfois moins. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de très important et c'est relié également à la question sur la concurrence fiscale. Je voudrais insister sur deux points. D'abord, c'est sûr que quand vous êtes un pays plus important, c'est plus facile de mettre en place de la progressivité fiscale à grande échelle. Donc c'est sans doute pas un hasard si les États-Unis, au cours du XXe siècle, compte tenu de la surface économique politique des États-Unis, ont été très très loin dans la progressivité fiscale. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui vous avez des candidats à l'élection présidentielle américaine qui proposent à nouveau d'aller très loin dans cette direction. Donc par exemple Elizabeth Warren, qui n'est pas une guérilleros chaviste, qui est une professeure de droit à Harvard, très très posée, voilà, elle propose un système
d'introduire de revenir au taux d'imposition sur le revenu sur les successions de l'ordre de 60, 70, 80% qu'on a eu dans le passé aux États-Unis et qui ont plutôt très bien marché. Mais elle propose également, ce qui s'était jamais vu aux États-Unis auparavant, de créer un impôt fédéral sur la fortune. Donc, en gros, un impôt sur la fortune, comme on vient de le supprimer en France, les États-Unis proposent d'en créer un, ce qui montre quand même au passage un sens du timing historique de la part de nos dirigeants qui est quand même un peu étonnant. Mais en tout cas, dans le projet d'Elisabeth Warren, pour répondre directement à votre question, Elisabeth Warren, évidemment, elle se pose la question de mais que vont faire les gens si après ils veulent partir. Dans sa proposition, c'est très simple, ça a été concocté avec des juristes américains, d'universités américaines. Vous avez un barème progressif sur les plus hauts patrimoines et les personnes qui veulent partir des États-Unis complètement avec leur patrimoine doivent payer une exit tax de 40% de leurs actifs. Donc c'est possible, mais c'est juste, faut laisser à la maison 40%. Et en l'occurrence, l'État fédéral américain a parfaitement les moyens de faire appliquer ça quand il veut mettre des amendes aux entreprises européennes, parfois de façon très injustifiée. Il le fait. Et par le dollar. Donc voilà, premier point, c'est sûr que pour un pays de taille plus importante, c'est plus facile. En même temps, on aurait tort de se contenter d'attendre que le changement vienne des États-Unis, parce que c'est pas sûr qu'ils viennent. Et puis voilà, il y a une vision du monde, des choses à régler en Europe qui vont pas être réglées à notre place par les États-Unis. Donc il faut aussi qu'on y arrive avec des pays qui sont de taille plus petite, mais qui néanmoins peuvent faire des choses. Donc moi, je veux quand même insister sur le fait que si on regarde les recettes fiscales de l'impôt sur la fortune depuis les années 90, on avait quand même une très forte progression de ces recettes fiscales. Donc c'est pas que l'impôt fonctionnait très bien, il était très mal administré, il aurait pu être beaucoup mieux administré, et je vais y venir, mais c'était pas l'hémorragie fiscale qu'on nous raconte quelquefois. C'est-à-dire que vous aviez des recettes qui ont quintuplé depuis les années 90, sont passées d'1 milliard à 5 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on progressait encore plus vite, non seulement que le produit intérieur brut, mais même plus vite que le patrimoine immobilier moyen. Et les plus hauts patrimoines déclarés à l'impôt sur la fortune, qui sont principalement des patrimoines financiers, progressaient plus vite encore plus vite que l'immobilier, qui lui-même progressait beaucoup plus vite que la production nationale. Donc, on n'avait pas ce phénomène d'hémorragie qu'on décrit. Donc, c'est possible, dans un pays comme la France, de faire fonctionner un impôt de ce type-là, d'autant plus que, et j'en viens là aux questions de fraude fiscale, de concurrence fiscale, tout ça pourrait être fait de façon beaucoup plus organisée, de façon beaucoup plus moderne. C'est-à-dire que sur l'impôt sur le revenu, vous avez des déclarations pré-remplies qui fait que vous ne pouvez pas frauder. Enfin, en tout cas, si vous avez un salaire, même un petit salaire ou un salaire moyen, c'est directement dans la déclaration. C'est très difficile de ne pas payer l'impôt. Sur l'impôt sur la fortune, on n'a jamais fait ce système-là. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir chacun qui met un peu ce qu'il veut dans sa déclaration, et même jusqu'à 3 millions d'euros, vous avez une seule case où vous mettez le patrimoine net qui peut regrouper de l'immobilier, du financier, sans donner aucun détail. Donc il n'y a aucun contrôle fiscal systématique qui est possible. Donc ça, c'est quand même un choix politique. Tout ça, dans une situation où on avait quand même un ministre du budget il y a quelques années, vous vous souvenez, qui devait faire payer les impôts des Français et qui lui-même avait un compte en Suisse et qui était persuadé qu'il s'en sortirait et que personne ne s'en rendrait compte. Donc il y a quand même un niveau d'impunité et puis surtout une absence de réaction. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, la solution, ce serait d'avoir des déclarations de fortune pré-remplies avec des transmissions automatiques d'informations sur tout ce que vous possédez en France et à l'étranger. Parce que l'OCDE, depuis quelques années, a mis en place des systèmes d'échange automatique d'informations qui, s'ils étaient vraiment en place, devraient permettre d'avoir ces déclarations pré-remplies. Le problème, pour finir et pour prendre un peu de recul par rapport à cette question, c'est qu'on a signé dans les années 80-90 des traités sur la libre circulation des capitaux sans aucune contrepartie en termes de régulation collective, d'échange d'informations. Donc, en soi, la circulation de l'investissement d'un pays à l'autre, moi, je suis plutôt internationaliste en politique, en économie, je suis pas contre. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé les conditions pour que vous puissiez faire fortune dans un pays en utilisant quand même les infrastructures du pays, le système éducatif du pays, et après, vous pouvez appuyer sur un bouton et déplacer tout ça dans un autre pays sans qu'il y ait aucune façon pour les administrations des différents pays de retrouver la trace de qui possède quoi où. Et ce système n'a rien de naturel, c'est un système légal extrêmement sophistiqué qui a été mis dans les traités. Et après, 30 ans plus tard, on dit « Ah ben mince, c'est ballot, on ne sait pas qui possède quoi où, on ne peut plus rien faire. » Mais enfin, on l'a organisé comme ça. Et il y a des personnes qui travaillent, des juristes. Je pense à un livre de Katrina Pister, prof de droit à Columbia, une juriste allemande, qui a écrit un livre, The Code of Capital, récemment, qui n'est pas encore traduit en français d'ailleurs. Ça peut donner des idées à des éditeurs, et qui montre comment ces traités sur la libre circulation des capitaux auraient
pu être rédigé autrement, et surtout pourrait être rédigé autrement à l'avenir. Et voilà, il va falloir s'atteler à ça, et on ne peut pas attendre l'unanimité des pays pour le faire. Donc voilà, là, il y a vraiment une redéfinition de la façon dont on organise la mondialisation qui va être nécessaire si on veut vraiment sortir de cette situation. 2 autres questions. À gauche, par ici. Oui, bonjour. Comment faire accepter, notamment aux classes les plus riches, la progressivité de l'impôt que vous proposez? On prend une deuxième question. C'est une très bonne question. Comment jugez-vous les progrès de l'Union européenne au cours des 5 dernières années en matière de transparence fiscale? Il semble qu'il y ait eu un petit progrès. Est-ce que l'idée que la Suisse maintenant n'est plus un paradis fiscal, c'est bien ou pas? Est-ce que c'est juste ou pas? Et comment faire pour que l'impôt sur les sociétés soit de 12% en Irlande, 10% en Hongrie et jusqu'à 25 ou 30% dans d'autres pays? Comment faire progresser l'Union européenne sur ce domaine? On laisse Thomas Piketty répondre, et puis ensuite il y aura une question ici de madame. Ben, peut-être, non. Je réponds d'abord? Oui, bon. Tu réponds d'abord. Bon, je réponds. Alors, alors, comment faire accepter par les plus riches? Bon, on ne peut pas attendre l'unanimité sur les questions fiscales. C'est-à-dire, le problème, c'est plutôt comment convaincre une majorité de mettre en place un système légal qui ensuite doit s'appliquer avec la force de la loi à tout le monde. C'est-à-dire que on ne peut pas attendre. Vous voyez, les expériences historiques que je vous ai décrites, elles ne se sont pas faites avec l'autorisation des plus riches. Elles se sont faites dans des luttes politiques, avec des majorités politiques, des mobilisations sociales. Après, il peut aussi y avoir des personnes qui se rendent compte que tout ça ne mène à nulle part. C'est-à-dire que l'équilibre trumpiste ou l'équilibre Boris Johnson actuel est dangereux pour finir, y compris pour les plus riches, parce que cette espèce de fuite identitaire, tribale, etc., finit par menacer le fonctionnement même de la mondialisation. Donc je pense qu'il peut y avoir des cas individuels, et on peut espérer de plus en plus importants, de personnes qui prennent conscience que finalement c'est dans l'intérêt collectif d'avoir une certaine égalité. Mais on peut pas l'attendre. Sur les progrès dans l'Union européenne, là, je crois qu'il faut malheureusement, pour l'instant, on est beaucoup sur des discours. Je mentionnais les traités sur la libre circulation des capitaux. Pour l'instant, rien n'a été changé. Et donc, les accords au niveau de l'OCDE ou les accords parfois entre pays européens, ce sont des accords qui sont basés uniquement sur la base du volontariat, sans sanction. Alors qu'il faudrait mettre dans le cœur des traités européens, en particulier dans le traité de Maastricht qui organise la libre circulation des capitaux, des obligations minimales en termes d'impôts communs, de sanctions dissuasif pour les pays qui ne respectent pas. Juste pour vous donner un exemple, un des seuls moments où les choses ont bougé, c'est quand l'administration Obama aux États-Unis a menacé la Suisse et les banques suisses de leur retirer leur licence bancaire pour opérer aux États-Unis et a exigé que la Suisse transmette les informations sur les contribuables américains qui avaient des comptes en Suisse. Et là, la Suisse a bougé. C'est-à-dire la Suisse, il ne voulait pas perdre la possibilité pour les banques suisses d'opérer aux États-Unis. Et donc, d'un seul coup, la Suisse a accepté en partie de changer sa législation. Bon, après, l'administration américaine a changé et tout ça n'a pas forcément été suivi autant que ça aurait dû. Mais si l'Allemagne ou la France faisaient la même menace aujourd'hui sur le Luxembourg, par exemple, en fait, le Luxembourg pourrait dire juridiquement « Ah, mais attendez, là, vous sortez des traités, vous n'avez pas le droit de mettre des sanctions comme ça sur eux, parce que ce n'est pas prévu dans les traités. On a le droit à la libre circulation des capitaux sans aucune régulation. Donc, moi, je vous poursuis devant la Cour de justice de l'Union européenne. » Donc là, la solution, c'est quoi ? La solution, à un moment, ça ne peut être que de dénoncer ces traités pour la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que si on attend l'unanimité pour mettre fin à la règle de l'unanimité, ça va être difficile, ça risque de prendre longtemps. Et donc, alors c'est un sujet difficile parce qu'évidemment beaucoup de personnes ont peur que quand on dit ça, après voilà, on envoie promener des traités et après il n'y a plus rien ensuite et c'est l'escalade de tous contre tous. Donc ce qui est très important sur ces questions, et j'essaie d'y contribuer à ma façon, c'est qu'à chaque fois qu'on veut remplacer des traités internationaux ou des traités européens, c'est de dire par quels autres traités on voudrait les mettre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller dans la loi de la jungle avec encore plus de dumping fiscal et social entre les pays. Donc en l'occurrence, c'est pour ça que je citais Catherine Pistor sur les traités de libre circulation des capitaux. On a aussi essayé avec Stéphanie Hennette, Manon Bouju, Antoine Vauchès de proposer de nouveaux traités de démocratisation de l'Europe qui pourraient s'appliquer sur un petit nombre de pays qui auraient ensemble des impôts communs, des politiques communes de justice sociale, climatique, fiscale. Voilà, je pense que c'est important de s'obliger
à cet exercice de formulation de ce qui vient après. Mais en même temps, il faut aussi accepter l'idée que des fois, quand on a fait des erreurs sur certains traités, il ne faut pas forcément s'acharner éternellement dans ces erreurs. Il faut les reconnaître et sortir des traités qui n'ont pas été bien conçus au départ. Donc vous voyez qu'on est sur des choses qui sont très délicates, qui sont compliquées, mais qui sont nécessaires. Alors on prend la question de Madame au centre droit. Oui. Alors, elle n'est pas vraiment de centre droit, ma question. Ce qui ressort assez clairement de votre exposé, c'est que les guerres mondiales ont été un formidable rabot des inégalités sociales. Est-ce que vous pensez que l'urgence climatique, qui donne lieu pour l'instant surtout à une espèce de phraséologie guerrière, il faut sauver la planète, il faut faire la guerre, etc., mais relativement, peu d'actions concrètes. Est-ce que vous pensez que cette urgence climatique, dont le sentiment risque de décroître sous nos latitudes au fur et à mesure que le thermomètre va baisser, peut créer cette espèce de choc psychologique nécessaire à justement la création, non pas d'une unanimité, mais d'un consensus suffisamment large pour changer les règles de la fiscalité? Merci Madame. Et maintenant, la question à l'extrême gauche. Ce sera, j'en ai peur, une question d'extrême gauche. Vous parlez beaucoup de réformer le système. Certains de vos collègues à LSE, donc London School of Economics, disent que ce système capitaliste, il a atteint son stade brejnevien complètement calcifié, et que au sein de ce système, la nomenclatura contrôle tout, et que les réformes de type judiciaire, etc., sont impossibles. Est-ce que vous pensez que voilà, le capitalisme est tellement en train de mourir que les réformes ne seront pas possibles? Merci. Alors, sur l'urgence climatique et aussi sur la question de l'effondrement finalement du système capitaliste par rapport à sa réforme, je ne suis pas sûr qu'il faille compter simplement sur le fait que le défi climatique, l'augmentation des températures va suffire d'un seul coup pour qu'on change le système. Je pense qu'il y a parfois une façon un peu paresseuse, disons, de brandir l'étendard écologique en parlant d'un nouveau système, mais sans vraiment questionner la question du régime de propriété, du régime fiscal, du régime éducatif. Et après, on peut avoir parfois des forces écologiques qui font des alliances au gouvernement sur des politiques où on va... on augmente les taxes sur les carburants, mais en fait, c'est pas du tout pour financer la transition écologique, ça va être pour financer la suppression de l'impôt sur la fortune, avec à la sortie un sentiment d'une très grande injustice fiscale et finalement un abandon ensuite d'une perspective climatique. Donc, je crois que c'est vraiment important que, quand on parle de changement du système économique, qu'on rentre vraiment dans quel système de propriété, quel système fiscal, quel système éducatif, et qu'on n'utilise pas, qu'on n'instrumentalise pas l'enjeu écologique. Alors après, les deux enjeux sont sur le fond très très liés. C'est-à-dire, moi, j'insiste sur le fait dans le livre, sur le fait qu'on a une très très grande inégalité. Et là, vous avez la répartition mondiale des émissions carbone. Donc en violet, c'est la répartition moyenne des émissions carbone, avec 3 grands blocs, Amérique du Nord, Europe, Chine. Mais en fait, si vous regardez les 1% de la population qui émettent le plus d'émissions carbone, c'est surtout de l'Amérique du Nord, et c'est beaucoup plus d'Europe que de Chine. Et ces personnes qui sont donc au-delà de 9 fois la moyenne en émissions carbone, c'est à eux seuls plus d'émissions carbone que la moitié de la population mondiale qui émet le moins de carbone. Et si vous prenez les 10% qui émettent le plus de carbone, c'est la moitié en gros des émissions totales. Donc c'est évident qu'on ne pourra jamais aller vers la sobriété énergétique si on n'a pas une sobriété économique et sociale et une réduction considérable des écarts de revenus et donc des émissions carbone au sommet. C'est aussi la seule façon de pouvoir faire accepter aux catégories moyennes et populaires des changements de mode de vie qui ne peuvent pas être acceptés si on a l'impression que des personnes au sommet continuent d'émettre. Donc, oui, sur le fond, ça devrait être un levier de changement, mais voilà, n'attendons pas simplement les catastrophes qui mettront beaucoup de temps à venir, et il faut évidemment agir bien avant, et surtout se préoccuper de la transformation du système économique lui-même, qu'il faudrait de toute façon transformer, même s'il n'y avait pas de défi climatique, mais que le défi climatique rend encore plus urgent. Alors sur l'effondrement du système, sa réforme, moi
si vous me demandez, est-ce que je crois dans le fait que de façon apaisée, en ayant cette discussion aux Journées de l'Histoire à Blois ou ailleurs, le système va être totalement transformé suite à des élections paisibles, etc. Je vous répondrai que non, j'y crois pas complètement. Enfin, j'y crois, sur la base de l'histoire que j'étudie dans ce livre, je vois bien que les crises et parfois la violence, qui peut aller des fois jusqu'aux guerres, mais qui peuvent prendre beaucoup d'autres formes, ces crises jouent un rôle central dans le changement historique. Après, on ne peut pas juste se reposer sur la crise et la perspective de l'effondrement, parce qu'ensuite, il faudra reconstruire de toute façon. Et on ne peut pas attendre le lendemain de l'effondrement pour se dire, ah, mais au fait, comment on veut réorganiser les relations de propriété, les relations entre les frontières, les personnes qui habitent en Belgique, en France, en Italie. Enfin, on est dans l'obligation d'y réfléchir avant, parce que vous donniez l'exemple de la phase brejnevienne. Mais le problème, c'est que l'Union soviétique, l'après n'avait pas forcément été beaucoup préparé. Enfin, il y avait plusieurs visions de l'après. Gorbatchev voulait développer les coopératives, etc. Bon, pour finir, ce qui a gagné, c'est l'ultralibéralisme, l'hypercapitalisme, avec une privatisation complète, la thérapie de choc de toutes les ressources naturelles. Le pays aurait pu suivre, disons, une voie un peu plus social-démocrate. Ça aurait quand même été mieux de ressembler plus à la Suède que de ressembler à ce que la Russie ressemble aujourd'hui. Donc, l'effondrement... Après, il y a une suite après l'effondrement. Et donc, moi, je nie pas l'importance des crises et parfois des issues violentes et des effondrements, mais il faut, dans tous les cas, réfléchir à la suite. Et c'est ce à quoi j'essaye de contribuer dans cette démarche. On va prendre les 2 dernières questions. Rapides, s'il vous plaît. Madame au centre, derrière le caméraman. Levez la main. Merci bien. Ma question est la suivante. Parmi les victimes de spoliation économique, est-ce que parmi ces victimes, il y a un ressenti que le système judiciaire protège, le système judiciaire et le système de défense protègent le système politique en place? Alors, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Deuxièmement, j'attendais peut-être d'entendre de votre part, puisqu'elle est connue historiquement, en tout cas dans l'Antiquité, ce que vous pensiez peut-être de l'annulation de la dette. Et en dernier lieu, je me demandais... Peut-être qu'on va s'arrêter là. Ça fait 2 questions. Merci, madame. Comment vous vous déplaciez? En bicyclette, à pied ou en voiture? On s'arrête là, alors, pour les questions. Oui, alors les annulations de dettes, j'ai parlé d'un épisode très important, qui est cet épisode après la Seconde Guerre mondiale, hein, où là, on a des dettes publiques d'une ampleur inouïe sur tous les plus grandes puissances étatiques de l'époque, en Europe, au Japon, et dont on se débarrasse très vite. Et c'est de façon plus ou moins organisée, de façon plus ou moins chaotique, mais pour le coup avec un degré d'organisation, en particulier en Allemagne et au Japon, avec cette mise à contribution des plus hauts patrimoines de façon très organisée par l'état de droit, les plus hauts patrimoines immobiliers, financiers. Et à l'époque, ça serait venu à l'idée de personne de dire pas de chance, les patrimoines financiers, on ne sait pas trop où ils sont, donc on va juste taxer les classes moyennes et leur immobilier. Enfin, vous voyez, il n'y avait pas, à l'époque, pourtant, il n'y avait pas les technologies de l'information d'aujourd'hui, etc. Mais on a développé une norme de justice où ça aurait paru complètement fou que les plus hauts patrimoines financiers échappent à l'effort demandé en Allemagne ou au Japon en 1946 ou en 1950. Donc, il y a la construction d'une norme de justice qui est ambitieuse, qui permet de sortir d'une situation extrême de dette. Donc, et dans l'histoire, si on remonte de façon beaucoup plus lointaine, oui, il y a des phénomènes d'annulation de dette qui jouent un rôle important pour battre les cartes. Vous avez évoqué la question des spoliations et des sentiments d'injustice face au système judiciaire. C'est vrai que quand on regarde tous ces différents épisodes de spoliation historique, c'est assez frappant à quel point on a toujours les mêmes arguments pour dire là c'est trop ancien, il ne faut pas revenir là-dessus. Et au final, la façon dont on oublie certaines injustices du passé, on accepte d'en compenser d'autres. Le cas d'Haïti que je mentionnais tout à l'heure est quand même assez frappant. C'est-à-dire qu'en France, c'est quelque chose qu'on occulte complètement. Hein, on refuse complètement. Il y a eu, vous savez, dans la loi de 2001 sur la reconnaissance de génocide et de crimes contre l'humanité, sur la loi sur l'esclavage, Christiane Taubira avait proposé, il y avait un article 5 qui proposait une commission
pour réfléchir aux conditions d'indemnisation. Et elle avait en tête, elle notamment, des questions de réforme agraire en Guyane ou en Martinique ou en Guadeloupe, où parfois vous avez les descendants d'esclaves qui continuent d'être sans terre, et puis parfois des descendants de familles de planteurs qui ont reçu des indemnisations au moment de l'abolition et qui continuent de posséder des terres. Et elle proposait d'ouvrir ce débat avec une commission, en parler. Bon, le choix était de dire, bon, c'est très bien la loi sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais l'article 5, on va l'oublier, on va le mettre de côté. Alors qu'il y a d'autres spoliations. Là, en l'occurrence, ce sont des paiements parfaitement bien documentés, par exemple, qui ont été faits par Haïti à la République française jusqu'au milieu du XXe siècle. Et j'entendais, là, encore il y a 2 semaines, l'État allemand est en négociation avec la famille Hohenzollern, donc celle de l'empereur Guillaume II, pour restituer une partie de châteaux qui, en 1918, dont la famille aurait été injustement privée. Et donc là, on accepte de revenir sur des choses qui, en l'occurrence, sont plus anciennes et beaucoup plus douteuses, me semble-t-il, que celles concernant ces spoliations-là. Donc, voilà, cette histoire-là, on ne peut pas l'oublier, il faut la reprendre et essayer de développer des normes de justice qui sont toujours compliquées, mais qui, si on ne prend pas au sérieux cette question de la justice, on se met face à des violences et des réactions qui ne vont pas s'éteindre parce qu'on refuse d'avoir une délibération démocratique au sujet de la justice. Merci pour votre attention. Merci à tous pour votre attention. Merci à vous, Thomas Piketty. On vous retrouve tout de suite sur le stand de la